Ce programme vous est offert par Illico Cash. Dossier lampadaire et forage, l'ex-ministre du Développement rural François Roubota et Marc Kassenga de l'entreprise Stever Construct sont placés sous mandat d'arrêt provisoire suite au scandale de surfacturation. Élection des gouverneurs, le Conseil d'État s'est prononcé sur les contentieux dans la province de Mai-Ndombe. Les résultats proclamant élu le candidat Nkosso Kevani, les bons ont été annulés. Dans le monde, le président des États-Unis et son prédécesseur se sont affrontés verbalement sur la chaîne CNN durant 1h30 à l'occasion d'un débat poussif. Les deux hommes sont candidats à la prochaine présidentielle américaine. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par cette information judiciaire. L'ancien ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota et Mike Kassenga de l'entreprise Stever Construct, cités dans le scandale de la surfacturation dans l'achat des lampadaires et des forages, ont été placés sous mandat d'arrêt provisoire. Ils ont passé leur première nuit au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. Pour sa part, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, également impliqué dans cette affaire, serait encore libre d'après des sources concordantes. La conférence épiscopale nationale du Congo a présenté ses nouveaux dirigeants à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et confirmé l'apaisement des relations avec le pouvoir. C'était lors d'une rencontre avec le chef de l'État portant sur la marche du pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu hier, jeudi 27 juin, une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo à la cité de l'Union africaine, soulignant l'importance de ces dialogues pour l'avenir du pays. Les évêques en ont profité pour présenter les nouveaux leaders de la CENCO et discuter de la situation générale de la République démocratique du Congo. Parmi les personnalités présentées figuraient les cardinals Fridolin Mbongo et Monseigneur Outembi, ancien président de la CENCO. Monseigneur Donatien Tcholé, porte-parole de la délégation, a reconnu la pertinence des préoccupations soulevées par les évêques. Le secrétaire général de la CENCO a rapporté que le président Tshisekedi a affirmé son engagement et a demandé à l'église de continuer de l'accompagner en restant, selon ses propres mots, au milieu du village. On pensait bon, on jugeait bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient. Il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner. Cette rencontre survient à un moment clé pour la RDC alors que le gouvernement et la société civile s'efforcent de relever les défis socio-économiques et politiques. La délégation de la CENCO a exprimé sa gratitude et la réceptivité du président, réaffirmant son engagement à œuvrer ensemble pour le bien-être et la prospérité de tous les Congolais. Et puis 24 heures après la fin de la mission officielle de la première ministre dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément dans les provinces du Nord et Sud Kivu, quelques habitants de la ville de Goma saluent le passage de la chef du gouvernement dans cette partie du pays. Les acteurs de la société civile, tout comme ceux des mouvements citoyens, souhaitent que le passage de la première ministre ne soit pas un échec, mais puisse apporter des réponses aux différentes souffrances de la population, notamment le retour de la paix. Donc nous lui avons dit d'abord qu'elle ménage tous les efforts avec le gouvernement, qu'elles essaient de foncer pour que la guerre soit terminée, et nous lui avons donné de stratégies. D'abord, stratégie, c'est le changement de commandement, ça c'est un. De deux, il faut renforcer la logistique militaire. De trois, il faut lever cet état de siège qui a échoué. De quatre, il faut essayer de rendre la police et l'armée
plus à l'aise avec leur salaire, leur prime de guerre, etc. Demandons à Madame la Première ministre que son déplacement puisse avoir un résultat positif. C'est-à-dire que nous n'allons pas accepter que Madame puisse passer ici inaperçue. Nous voulons, lorsqu'elle va arriver là-bas, qu'elle puisse, n'est-ce pas, faire son rapport au premier citoyen de la République, le chef de l'État, pour que cette guerre que nous sommes en train de parler tous les jours, ça devient comme une chanson à la une, puisse prendre fin. Nous avons été réjouis par le séjour de la Première ministre et chef du gouvernement ici à Goma. C'était une visite de réconfort et de compassion. Nous attendons beaucoup de la part du gouvernement, de son gouvernement. La première chose, nous voulons la paix. Nous voulons voir nos compatriotes déplacés de guerre rentrer dans leurs villages respectifs. Nous l'avons aussi demandé de tout faire pour que les troupes ougandaises qui sont dans les grands nord de la province du Nord Kivu quittent le sol congolais, d'autant plus que nous ne pouvons pas comprendre qu'en même temps que les agresseurs nous mettent mal à l'aise, que ce soit les mêmes pays qui viennent au rescousse. C'est comme tu dirais, nous faisons recours à l'RDF alors que nous savons tous que c'est le Rwanda qui est en train de massacrer nos populations à travers la rébellion du M23. Même Et puis alors que la province du Nord Kivu fait face à l'agression du Rwanda à travers les M23 et les terroristes ADF dans la région de Béni, la ville de Goma abrite depuis ce vendredi un dialogue social sur la résilience populaire pendant la guerre menée par les M23 RDF et ADF MTM. L'objectif est de sensibiliser la population sur comment se comporter en cette période de guerre. Pacheco Kavundama. Ce dialogue social sur la résilience populaire pendant la guerre menée par le M23 RDF et ADF MTM en province du Nord Kivu a plusieurs objectifs selon John Banyenye, président de la société civile du Nord Kivu. notre objectif est de vouloir susciter, éveiller la population, de continuer à être résiliente, de continuer à être résistante. Voilà que ça fait plus de 2 ans que nous avons nos compatriotes qui sont dans des cas de déplacés. Pour certains, ils ont commencé vraiment à être brisés de cœur, dire que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'ils sont en train de souffrir. Nous voulons leur dire que quelle que soit cette souffrance, mais nous devons vraiment être résilients, nous devons être résistants et qu'ils sachent bien qu'un jour, nous devons rentrer chez nous tête haute. Nous ne devons pas rentrer chez nous et aller nous courber devant les ennemis. C'est le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu qui a ouvert cette activité. Le général-major Peter Chirimwami invite toute la population à soutenir les FARDC et les Wazalendo pour faire face à cette guerre. L'état final est réfléchi de ces assises. Ça serait alors que nous tous nous levons, armés, avec leurs supplétifs, les Wazalendo, la population tout entière, nous devons dire non à l'agression. Parce que si nous refusons de collaborer avec l'ennemi, nous donnons la chance à la paix et nous sommes en train de matérialiser la vision du commandant suprême. Prennent part à ce dialogue de 2 jours les membres de la société civile venus de tous les territoires de la province du Nord Kivu, membres de l'Assemblée provinciale, chefs coutumiers, mouvement citoyen pour ne citer que ça. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Premier face-à-face jeudi entre la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi Mwamba, et les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Les 2 parties ont dit leurs engagements à travailler main dans la main dans l'intérêt de tous. Ces ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques ont aussi exprimé leur volonté d'accompagner le Congo démocratique à mettre fin à la guerre imposée par le Rwanda via le M23. Elle ne s'est pas empêchée de respecter la tradition diplomatique. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi Wagner, a rencontré les corps diplomatiques et représentants des organisations internationales, tout en rassurant ses hôtes sur la promotion des intérêts communs avec l'observance des us et coutumes diplomatiques et en leur rappelant quelques questions majeures, notamment la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, imposée par les rebelles et le soutien rwandais, les désengagements de la MONUSCO et la transition réussie au Tchad
au niveau régional. Profitant de l'occasion, le doyen du corps diplomatique en République démocratique du Congo, l'ambassadeur du royaume chérifien, a pris la parole au nom de ce père. Je vous présente ainsi, au nom du groupe diplomatique, les sincères et les meilleurs vœux de réussite dans vos missions au service des intérêts suprêmes de vos pays. Nous nous réjouissons, en tant que groupe également, que la diplomatie RD-congolaise sera conduite par 3 femmes. C'est un message fort et positif. Madame la ministre d'État, la communauté diplomatique accréditée en RDC est toujours prête et disposée à œuvrer de concert avec les instances compétentes de votre pays et à leur tête le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, qui est notre interlocuteur principal. Tout en rassurant ses hôtes de rester dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, s'est engagée à travailler pour des actions fortes et des sanctions ciblées contre les responsables des violations graves de droits de l'homme pour aider à restaurer la paix et l'intégrité en République démocratique du Congo. Et puis sachez que Acacia Bandoubola et Julia Lingueté font de la mobilisation des recettes dans le secteur foncier une priorité, voilà qui justifie les échanges qu'ils ont eus autour de ce sujet, mais aussi sur la lutte contre la corruption. Reportage. Il était question entre l'inspection générale des finances et les ministères des affaires foncières de faire l'évaluation de l'accompagnement que ce service offre à ce ministère depuis 3 ans. Lesquelles des collaborations consistent à lutter contre le blanchiment des capitaux dans le cadre du transfert des propriétés foncières et la mobilisation des recettes dans ce secteur. Nous avions parcouru les étapes de cette collaboration et nous avions compris les instructions, les orientations de l'autorité pour que cet accompagnement puisse davantage donner des résultats. Et l'autorité a relevé quelques points de dysfonctionnement qu'elle souhaiterait que nous puissions corriger. Et dans les tout prochains jours, elle va tenir une grande réunion avec tous les intervenants dans les processus de la lutte contre le blanchissement de capitaux dans les secteurs fonciers et la mobilisation des recettes foncières. Partenaires concernés, l'IGF, Sénaref et tous les conservateurs des titres immobiliers pour que nous puissions avoir de nouvelles instructions pour la mobilisation des recettes. Nouvellement investie, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Acacia Bandoubola, s'inscrit déjà dans la logique souhaitée par le chef de l'État qui a émis le vœu lors du dernier Conseil des ministres de voir les ministères collaborer avec l'inspection générale des finances pour lutter contre la corruption. Et puis, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a réuni les membres de son équipe gouvernementale. Cette première rencontre était consacrée à la prise de contact entre l'autorité urbaine et tous les membres de l'exécutif après leur nomination dans l'arrêté du 24 juin 2024 rendu public le 26 du même mois. Première prise de contact entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et son équipe gouvernementale ce jeudi 27 juin 2024. Il était question de donner à son équipe des orientations éthiques et déontologiques pour une bonne gouvernance. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa a appelé le membre de son exécutif à montrer l'exemple en demeurant sobre tout en travaillant en premier lieu pour les intérêts de la ville et ses habitants, en bannissant l'expression qu'on s'est retrouvé, car c'est la ville qui doit se retrouver, a-t-il insisté. L'autorité urbaine a également promis l'implication de la tolérance zéro contre tout acte de corruption, de détournement des deniers publics et des antivaleurs. Par ailleurs, le gouverneur de la ville a appelé les membres de l'exécutif provincial à faire un travail de qualité pour le bien-être exclusif de tous les Kinois. Conscient de sa lourde tâche, le numéro 1 de la ville a interpellé ses ministres sur les attentes énormes des Kinois de voir leur ville transformée. Au nom du gouvernement, le ministre des Finances, Économie et Numérique, Magloire Kabemba, a rassuré que l'équipe va travailler pour l'amélioration du quotidien de Kinois et qu'il sera exemplaire. Il s'est de noter que le gouverneur de la ville sera devant les élus provinciaux pour présenter son programme ce vendredi 28 juin à l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
En bref et en images, élection des gouverneurs, le Conseil d'État s'est prononcé sur les contentieux dans la province du Mai-Ndombe. Les résultats proclamant élu le candidat Nkosso Kevani Lebon ont été annulés. La juridiction a décrété l'irrécevabilité des fins de non-recevoir de l'intimé Nkosso Kevani et a dit recevable et fondé la requête d'appel de Pascal, du candidat malheureux Pascal Aimé Pascal Mongo. Après la nomination de Grace Bilolo comme gouverneur du Congo central par le chef de l'État, les Né-Congo ne cessent d'exprimer leur joie. C'est le cas du directeur de la cellule de passation des marchés publics, Eric Lumbu. Il promet d'accompagner le nouveau gouverneur afin qu'il réussisse son mandat. D'abord, remercier le Seigneur parce que c'est pour nous une grâce. Nous voulons féliciter le gouverneur de province qui, comme nous avons suivi, a été validé ou notifié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous remercions. Et donc, aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons notre gouverneur et que le travail devra commencer. Effectivement, en ce qui nous concerne, nous sommes directeurs en passation de marchés publics. Donc, c'est un domaine assez complexe auquel chaque gouverneur qui arrive s'appuie. Et donc, il sera de notre devoir d'accompagner le gouverneur de province. Vous savez que l'édit de la province a déjà été promulgué ainsi que la loi des finances. Et donc, il appartiendra à nous, qui sommes des services, en termes de procédure, de pouvoir accompagner le gouverneur, surtout en matière d'infrastructure ou d'autres projets. Et tout ce que nous demandons, c'est la cohésion provinciale, parce que cette cohésion permettra à ce que nous puissions relever les grands défis de la province. Je crois qu'il y a toujours deux grands défis qui d'ailleurs peuvent être élargis au niveau du pays. C'est toujours les défis sécuritaires et les défis sociaux. Il faut dire que la population attend beaucoup du gouverneur et son gouvernement pour pouvoir, ne serait-ce commencer à pouvoir l'accompagner dans tout ce qui est social. Lors de la première réunion du conseil d'administration de la Cominière SA le 26 juin, le directeur général Célestin Kibea Kabemba a fait le point sur les réalisations et les projets futurs de l'entreprise. Les administrateurs et actionnaires ont évalué le travail accompli et discuté des défis et opportunités dans le secteur minier. Kibemba Kabemba a exprimé sa satisfaction et a réaffirmé l'engagement de la Cominière à contribuer au développement économique du pays. Oui, Cominière est sur une bonne lancée. Cominière qui était pratiquement en train d'être étouffée, et maintenant là, Cominière est vraiment sur une bonne lancée. Cominière a débuté un projet de production en interne. Jusque-là, Cominière avait fonctionné comme une entreprise du patrimoine, et maintenant là, il y a un projet qui a commencé, et ça va faire pratiquement plus de 40 ans que dans le secteur de Manon, il n'y a pas une production de l'État. Mais nous avons commencé, bien sûr, à MIPAB avec un projet en interne. Et nous sommes en train de réactiver les activités des entreprises JV. Et d'ici là, nous allons passer à une phase cruciale pour le projet de lithium au niveau de Manon, avec la transformation vers un PE. Le dossier avance bien au niveau des organes attitrés du ministère des Mines. Au cours de cette assemblée générale, on devait présenter le bilan, les états financiers de l'exercice 2023 qui devait être adopté par les actionnaires. Nous devons aussi présenter un certain nombre de dossiers par rapport à notre activité, notamment aussi le rapport d'activité de l'exercice écoulé 2023 pour que les actionnaires puissent savoir comment est-ce que l'entreprise évolue et voir en quelle mesure ils peuvent continuer avec l'équipe actuelle des administrateurs. Voilà, c'est un exercice qui s'est fait généralement
avant la fin du mois de juin. Le député national Célestin Engelemba, élu de la Chouapa, a dans une conférence de presse ce vendredi évoqué la problématique de développement du Grand Équateur à cause de la non prise en compte des valeurs économiques que dispose la province, notamment les forêts, l'eau, les tourbières difficiles à trouver dans le monde. Il appelle les autorités à prendre des décisions de décollage pour le décollage du Grand Équateur. Le développement de cette grande province peine à décoller. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à voir la valeur, la vraie valeur économique de nos forêts, de notre eau que nous avons en abondance, de nos tourbières que nous avons en quantité que tu ne peux pas t'imaginer et qui aujourd'hui, par moment, le Congo-Brazzaville est en train de prendre les leaders. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La RDC étant pays solution face aux enjeux du changement climatique et de la préservation des écosystèmes forestiers de la planète, les 3 ressources naturelles disponibles dans le Grand Équateur seraient les vrais sous-bassements qui donnent la RDC sa place de chef d'orchestre pour la régularisation du climat. Mais curieusement, les Grands Équateurs, jusque-là, continuent à vivre une misère difficile à expliquer. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de ponts, nous n'avons pas des infrastructures de qualité, il n'y a pas de bonnes écoles, il n'y a pas de bons hôpitaux. On ne sait pas, c'est une malédiction ou c'est une bénédiction pour l'Équateur. En tout cas, trop c'est trop, nous avons accepté. Nous avons vécu la misère et la misère qui continue et nous voulons que les décideurs et toute personne qui traite de la matière, de la forêt, de l'eau et des tourbières puissent nous donner la réponse et appuyer les efforts de la vision du chef de l'État pour que l'Équateur aussi puisse décoller. Le président américain Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont débattu hier jeudi dans une atmosphère tendue. Durant les 90 minutes de débat télévisé, les voix de Joe Biden étaient à peine audibles, une prestation jugée désastreuse sur les plateaux de chaînes d'infos américaines. Plusieurs personnalités, comme l'ancien conseiller de Barack Obama, Van Jones, appellent ouvertement à changer de candidat avant la convention démocrate prévue cet été. 1h30 face à face, Joe Biden et Donald Trump. Economy in the history of our country. The candidates weighing in on the economy to kick off Thursday's debate. His economy, he rewarded the wealthy. C'était une occasion en or ratée par le président américain Joe Biden, celle de faire taire une bonne fois pour toutes les critiques sur son état, son âge et son aptitude mentale. Hier, jeudi 27 juin 2024, dans la soirée à Atlanta, lors de son premier débat face à Donald Trump, en vue de la présidentielle américaine de novembre, Joe Biden est allé jusqu'à perdre son propre fil d'idées. Everything we have to do with, look, if I really don't know what he said at the end of this. À un peu plus de 4 mois de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique, les résultats du premier débat d'hier a créé la peur au camp des démocrates après la performance catastrophique de Joe Biden. Les journalistes de CNN réunis en plateau rapportent déjà que la panique avait atteint l'état-major du parti. Les New York Times, peu après, affirmaient que certains hauts responsables songeaient déjà à le remplacer par un candidat plus jeune, plus fort. Dans la forme que dans le fond, le protagoniste ont conduit les débats dans des affaires plutôt personnelles qu'étatiques. Public for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant. Entre attaques personnelles de Donald Trump, des déclarations trompeuses, couplées aux assertions farfelues, et un Joe Biden qui semblait disjoint, on retient de ces débats un échec de Biden d'après sa famille politique. Et pour terminer, ma thèse en 180 secondes, tel était le thème du concours d'éloquence organisé par l'AUF. Au cours de cette activité, 8 candidats ont développé des thèmes différents. Les meilleurs ont été primés. Ce concours d'éloquence organisé à l'UNIKIN par l'AUF a connu la participation de 8 candidats qui ont chacun exposé sur un thème précis. Je suis
doctorant à l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa. Juste après les différentes présentations, les candidats ont été soumis à un vote du jury et des autres étudiants présents. Pour l'AUF, cette activité s'inscrit dans le cadre de la recherche et la valorisation des potentiels. Pour nous, c'est une façon d'amener à rendre public les résultats de recherche des doctorants. Et c'est ce à quoi nous avons assisté tantôt. Évidemment aussi, d'autre part, de pousser les doctorants qui sont en train de se préparer pour leur soutenance dans quelques années. René Akadi, chef des travaux à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'UNIKIN, revient ici sur l'importance de son sujet. Les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, disons en termes clairs, la manière dont nos enseignants nous forment doivent changer à partir d'un modèle que ma thèse se propose de mettre à la disposition du gouvernement à travers des propositions concrètes sur des différents styles d'apprentissage. Le deuxième candidat à rapporter le prix s'est également exprimé. Notre pays fait face à des conflits politiques depuis plus de 20 ans et malgré tous les mécanismes mis en place en vue de résoudre ces conflits et de consolider la paix, nous constatons qu'il y a toujours de massacres et des rébellions, de nouvelles rébellions. Et donc, après réflexion, analyse, je me suis dit pourquoi ne pas aller dans le même sens, mais en donnant des solutions qui sont purement africaines. À noter qu'à travers ce genre d'activité, l'AUF veut mettre en exergue tous les potentiels développés par les enseignants et les étudiants afin de les pousser à créer de l'émulation au sein du public cible. On va prendre à présent les rappels des titres. Dossier lampadaire et forage, l'ex-ministre du Développement rural François Roubota et Mike Kassenga de l'entreprise Stever Construct sont placés sous mandat d'arrêt provisoire suite au scandale de surfacturation. Élection des gouverneurs, le Conseil d'État s'est prononcé sur les contentieux dans la province de Mai-Ndombe. Les résultats proclamant élu le candidat Nkosso Kevani, les bons ont été annulés. Dans le monde, le président des États-Unis et son prédécesseur se sont affrontés valablement sur la chaîne CNN durant 1h30 à l'occasion d'un débat poussif. Les deux hommes sont candidats à la prochaine présidentielle américaine. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Joël Isselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Me voici Christophe Kalonji, bonjour, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Le gouvernement provincial de Kinshasa sera investi donc ce vendredi. Alors, Actu30.cd précise que c'est ce qu'indique l'ordre du jour de la plénière convoquée ce jour par le bureau de l'Assemblée provinciale de la capitale de la RDC. Quant à ceux de son côté, Congo Nouveau critique les premières décisions de Daniel Bumba et titre Daniel Bumba, premier arrêté, première bourde. Dans ce premier acte de Daniel Bumba, l'on constate également ses premières bourdes. Son arrêté est daté du 24 janvier 2024, date à laquelle son prédécesseur Jean Tiningobila était encore en fonction. Deuxième bourde, l'homme décide de nommer l'officiel de la police nationale congolaise dans le rang de ministre. Troisième bourde, le nouveau locataire de l'hôtel des villes a outrepassé le nombre des membres de gouvernements provinciaux fixé à 10 pour toutes les provinces. Daniel Bumba a donc annoncé le couleur pour son mandat, conclut ce média. Et pour Africa News, la nomination d'une femme colonelle de la PNC dans le gouvernement de Daniel Bumba est parfaitement normal et légal. L'étrait hebdomadaire fait allusion à la section 3, article 128, qui prévoit le détachement qui, sur les principes de la situation d'un fonctionnaire, d'un militaire provisoirement affecté à d'autres fonctions en dehors de son emploi d'origine. Pour le journal Le Quotidien, Daniel Bumba défie Jacquemain Chabani. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un
gouverneurs et des ministres provinciaux. Le nombre des ministres provinciaux ne dépasse pas 10. Certes, Daniel Bumba a respecté le nombre fixé par la loi quant à l'effectif de son équipe gouvernementale. Mais là où le bas blesse, le gouverneur de Kinshasa nomme aux côtés de ses ministres provinciaux une équipe de commissaires généraux provinciaux constituée des 10 membres à qui des portefeuilles ministériels sont confiés au même titre que des ministres provinciaux. Et puis la SEMCO est désormais dirigée donc par Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi. Il remplace Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, qui a fait 8 ans à ses postes, révèle radiocapi.net. Fulgence Mouteba sera secondé par Monseigneur Étienne Ungeyumum, évêque de Bondo, premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Nandonier, évêque de Lolo, comme deuxième vice-président. Et puisque l'on parle de la SEMCO, Forum des As rapporte que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu hier, jeudi, une délégation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, venue lui présenter le nouveau dirigeant de cette structure de l'Église catholique de la RDC et échanger avec lui sur la situation globale du pays. Une revue de presse abondante, on va dire. Troisième sujet, 30 juin 1960, 30 juin 2024, une indépendance au bilan, mi-figu, mi-raisin. On retrouve ces titres dans les colonnes de Forum des As. Ce média explique que 64 ans après l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, le moins que l'on puisse dire est que le bilan n'est pas ce que le Congolais attendait. À comparer les paramètres macroéconomiques de l'époque à ceux d'aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que le pays n'a pas beaucoup progressé, précise ce média. Et de son côté, Marie-Josée Ifoko a publié aussi une réflexion sur l'indépendance au journal L'Avenir. Depuis l'indépendance acquise en 1960, la RDC a traversé de nombreuses épreuves, tant sur le plan politique que socio-économique. Malheureusement, le pays n'a jamais connu un leadership politique efficace et durable, capable de promouvoir une véritable unité nationale et de développer des projets structurants pour la nation. Pour Marie-Josée Ifoku, cette carence de leadership a conduit à une stagnation du développement et à une série de crises politiques et économiques qui ont profondément affecté le peuple congolais jusqu'à nos jours. Puis le quatrième et dernier sujet, situation au Kenya, Ruto menacé. Index Kinshasa. À en croire le bi-hebdomadaire Les Maximum, le service d'intelligence du pays de Jomo Kenyatta s'avoue incapable d'identifier les auteurs intellectuels de cette quasi-insurrection aussi meurtrière que structurée. Quelques sources se mettent à subordorer une main noire de la RDC en délicatesse avec le gouvernement pro-rwandais en place à Nairobi. Voilà qui met fin, Christian Kalangi, à notre revue de presse de ce jour. Je vous remercie de votre présentation. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi dès partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.